Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce jeudi 10 juillet. Toute l'actualité près de chez vous, invités, reportages, décryptage, votre météo à venir. Et nous reviendrons dès le début de ce journal sur le déplacement de la famille princière sur les terres du Carladès, le comté de la princesse Gabriella. Le traditionnel meeting Hercules, c'est demain. Les dieux du stade ont une fois de plus répondu présent à l'appel du tout dernier tour de piste de son directeur incontournable, Jean-Pierre Chebel, qui passera le relais à l'issue de ce rendez-vous d'exception dans le monde de l'athlétisme qu'il a préparé, orchestré depuis 1987. Parmi championnes et champions très attendus, le recordman du monde du saut à la perche, l'homme qui tutoiera à nouveau demain soir les étoiles dans le ciel monégasque, Mondo Duplantis sera lui aussi à nos côtés dans un instant. Un meeting que vous pourrez suivre bien sûr demain en direct sur Monaco Info dès 20h. L'ouverture ce vendredi, une exposition inédite au cœur du Grimaldi Forum, Monaco et les Napoléons, destin croisé entre dynasties napoléoniennes et celle des princes. Enfin, en ces premiers jours de vacances scolaires, une très belle idée pour occuper vos enfants avec l'ouverture du club Océano au musée océanographique. C'est un déplacement chargé de symboles que le couple princier a effectué ce mercredi entre l'Aveyron et le Cantal. Accompagnés de leurs enfants, le prince Albert II et la princesse Charlène ont marqué plusieurs étapes officielles sur les terres du Carladès, fief historique de la maison Grimaldi. Inauguration, hommage et transmission du patrimoine ont rythmé cette journée exceptionnelle dédiée notamment à leur fille, la princesse Gabriella, comtesse de Carladès. Retour sur cette visite officielle avec Vanessa Dessy sur des images de Julien Laugier. La journée débute sur le parvis ensoleillé de l'hôtel de ville, empreinte d'émotion. Dans le cadre de la revitalisation du centre-bourg, le couple princier, accompagné du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella, inaugure un nouveau square désormais baptisé à son nom. Un instant fort marqué par le renouveau et les liens profonds entre la commune et la dynastie monégasque. Nous sommes dans le stade de la première phase des travaux, on arrive à la fin de la première phase et nous avons essayé de requalifier, de revégétaliser, comme le square Gabriella que vous verrez tout à l'heure, qui est mis en valeur au niveau de la verdure et de sa fontaine historique. Pour nous, c'est un grand moment. Excusez-moi, je suis extrêmement émue, donc et nous sommes ravis, bien sûr, et les Vicois le sont. Les habitants émus et venus en nombre assistent à la remise officielle des clés de la ville, geste républicain chargé de sens. Dans une atmosphère chaleureuse, la déambulation se poursuit jusqu'à la maison des princes de Monaco, où l'histoire locale et l'héritage princier se rejoignent. Changement de décor, direction Mur de Barrez, terre de Carladès au cœur de l'Aveyron. Discours officiel, échange de présents et clin d'œil aux traditions locales ponctuent une cérémonie haute en couleurs, portée par une escorte équestre dans les rues du village. Dans le cœur historique, la médiathèque devient Médiathèque Princesse Gabriella, comtesse de Carladès. Un nom qui inscrit dans le temps le lien ancestral entre les Grimaldi et cette terre d'Aubrac. L'histoire de la tour de Monaco, c'est un hommage qui a été fait au lien historique entre la principauté et la commune de Mur de Barrez au début du siècle précédent, en 1924 précisément, où la municipalité de Mur de Barrez a souhaité rendre hommage à ces liens historiques et baptiser cette tour, cette porte d'entrée principale de la ville fortifiée historique du nom de Tour de Monaco. La journée s'achève sur les hauteurs de Carla, au sommet du majestueux rocher où s'élevait autrefois la forteresse des Grimaldi, symbole de pouvoir et de résistance. Carla était investie d'une grande citadelle qui générait de grandes difficultés avec la couronne de France. Et donc suite à une décision royale, la citadelle a été rasée. Et les terres qui l'abritaient ont été données à la famille Grimaldi. La princesse Charlotte est effectivement venue sur place. Elle a eu l'occasion donc de visiter le rocher et ses alentours. Et effectivement, une photo a été prise et qui est assez marquante, où on la voit au pied d'un tilleul qui est toujours présent. Et ça fait partie de notre patrimoine culturel. Tel un écho du passé, l'histoire se poursuit, scellant dans la pierre l'attachement immuable entre la famille Grimaldi et cette terre d'Auvergne.
Et sachez que vous retrouverez un magazine complet dédié à cette visite officielle lundi soir sur notre antenne. Retour en principauté, où depuis plus d'un siècle, Monaco gère, vous n'êtes pas sans le savoir, localement, le traitement de ses déchets. Et cela va continuer car pour remplacer l'usine actuelle de Fontvieille, construite en 1980 et qui arrive en fin de vie, le gouvernement a étudié plusieurs pistes. Exporter l'ensemble de nos déchets vers la France ou l'Italie présentant des risques juridiques importants, il a donc été décidé de maintenir à Monaco une capacité minimale de traitement de ces déchets afin de garantir l'autonomie de la principauté dans ce domaine. Ce choix est guidé par la volonté de garantir un service public essentiel à la qualité de vie tout en respectant les plus hauts standards environnementaux. Le gouvernement a annoncé aujourd'hui travailler à un projet de démolition de l'usine de Fontvieille, suivi de la construction d'une toute nouvelle unité de valorisation énergétique sur ce même site. Le quartier de Fontvieille bénéficie, il faut le rappeler, d'un modèle énergétique rare, 95% de sa chaleur, 30% de son froid et une part de son électricité est produite grâce aux déchets. Aussi, supprimer cette capacité reviendrait à remettre en cause un équilibre construit depuis des décennies. Le nouveau projet vise donc à moderniser ce modèle tout en préservant notre autonomie énergétique et les engagements du gouvernement pour le climat. Par voie de communiqué, le Conseil national a réagi ce soir à cette annonce avec stupéfaction et a d'ores et déjà indiqué, je cite, qu'il n'adopterait pas les lois de budget intégrant la reconstruction de cette usine tant que l'Assemblée ne disposera pas de l'ensemble des éléments et des informations permettant d'éclairer utilement sa décision. Fin de citation. C'est l'événement sportif du week-end. Le traditionnel meeting d'athlétisme Herculis va dérouler ses fastes demain au Stade Louis II pour sa 38e édition. 38 ans de performance, de records et de stars de la discipline, toujours fidèles au rendez-vous de cette soirée concoctée et dirigée par notre premier invité ce soir, Jean-Pierre Chebel. Bonsoir à vous, Jean-Pierre Chebel. Bonsoir. Ça fait tout drôle, parce qu'on est à la veille, évidemment, de votre dernier meeting Herculis. Petit sentiment à 24 heures de ce grand rendez-vous pour vous? Bon, pour moi, on est à la veille de Herculis. Voilà. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà. Herculis, 1987. Vous étiez dans le sport avant, bien sûr. Vous êtes un champion d'exception. Comment vous récupérez ce bébé quelque part? Oh, je ne l'ai pas récupéré. J'étais à la création. On a créé la fédération en 84. En 85, on fait un match international qui nous sert d'inauguration pour l'athlétisme. On fait une deuxième année, en 86, un deuxième match international. Et puis, au niveau de la fédération, il est décidé de faire un meeting. Et c'est comme ça que je me suis trouvé à la tête de ce petit bébé qui démarrait. Depuis 87 à la tête d'un meeting d'exception, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? C'est d'avoir été au moins nommé par 7 fois meilleur meeting dans votre carrière? Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est le cheminement qu'on a fait avec toute l'équipe. On a démarré, je dirais, au plus bas niveau et jusqu'à atteindre un niveau quand même tout à fait intéressant et on souhaite que ça perdure le plus longtemps possible. Comment on fait pour arriver à ce niveau? Ce sont des sommes d'argent qu'il faut verser un peu plus encore, trouver des sponsors, c'est le nerf de la guerre? L'aspect financier est important, certes, mais je pense qu'une équipe dynamique qui connaît son métier, c'est aussi très important. Et on a eu la chance avec mon assistant de toujours, puisque Frédéric Chocard, qui va bientôt prendre les rênes, est avec moi depuis 38 ans. Donc c'est vrai qu'on a progressé ensemble, on a gravi progressivement tous les échelons. C'est un beau passage de témoin, de relais, comme on dit dans l'athlétisme. C'est merveilleux de pouvoir passer le relais à quelqu'un qui vous est proche. Surtout, c'est l'avantage de passer le relais à quelqu'un qui sait ce qu'il va falloir faire. Vous avez rencontré des champions quand même d'exception, champions merveilleux, qui vous l'ont bien rendu, qui sont revenus à l'image quoi, d'un Usain Bolt, d'un Carl Lewis. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, ou de Marie-Josée Pérec? Les trois noms qui sont cités, à mon avis, sont déjà pleins. Parce que c'est difficile d'ailleurs de commencer à citer du monde, parce qu'on se dit on en a eu tellement qu'on va toujours en oublier. Et ça serait dommage que ça soit la Villeni, Boubka, je dirais Galfione et autres. Vraiment, on en aurait des millions à citer. On ne parle pas donc du fameux couloir de Marie-Josée Pérec alors? On parle avec un immense plaisir de Marie-Jo Pérec parce que pour nous, elle nous a fait le grand bonheur du meeting athlétisme. À chaque fois qu'elle est venue, c'était une athlète exceptionnelle. Le public était présent. Elle répondait vraiment, elle a un engouement exceptionnel. Et le meilleur souvenir pour moi, c'est 92, après les Jeux de Barcelone, quand on fait un charter pour amener les athlètes directement ici au meeting de Monaco. On fait stade complet et elle a délecté le public. Vraiment,
une grande dame. Voilà, voilà un grand souvenir signé Jean-Pierre Chebel. 38 ans à Hercules, bien sûr, des champions comme aujourd'hui qui sont encore très présents. Dans un instant, on sera avec un athlète exceptionnel. Bien sûr, c'est Mondo, comme on le surnomme, hein, Armand Duplantis. Lui aussi, il va faire partie de votre galerie de souvenirs quand même, parce que c'est quelqu'un qui peut monter tellement haut. C'est le premier athlète qu'on a voulu inviter cette année. Vraiment, on voulait à tout prix avoir sa présence et on est content qu'il ait répondu présent et on espère qu'il va nous faire plaisir ici à Monaco demain. Demain soir, d'autres grands noms qui arrivent, comme peut-être comme Lice qui sera là sur 200 mètres. Il y a beaucoup de grands noms. Noah Lice, il y a 10 champions olympiques, il y a des épreuves exceptionnelles. Je pense qu'il va y avoir des épreuves de demi-fond qui vont être exceptionnelles, mais aussi le sprint, le 200 en effet masculin, le 100 féminin, le 400. Enfin, pour moi, on s'est appliqué, je dirais, pour toutes les épreuves. Donc on a fait ce qu'on a pu au de mieux. Et je pense que ceux qui viendront voir le meeting demain soir ne seront pas déçus. En 2h30, ils verront un beau condensé de l'athlétisme. Et le record qui vous a le plus marqué pendant ces 38 ans? C'est difficile. 9 records du monde. Alors je reconnais que le premier, quand ça a été le 4x100, moi, ça a été, je dirais, on s'en souvient de tous. Mais pour moi, je dis, ils sont tous tellement beaux que j'ai du mal à vous dire c'est celui-là le meilleur par rapport le 1500, le steeple. Enfin, pour moi, c'était tout très bien. Même la perche avec Issine Bayeva, je crois que oui. C'est tout. C'est à tous une saveur tout à fait particulière. Et on vous retrouvera dans le milieu de l'athlétisme à Monaco, j'en suis sûr, avec un prince souverain qui a toujours pu compter sur vous. Ça, c'est important aussi. Hein. Et vous de même. Alors, j'ai eu la chance, quand j'ai été à la Fédération monégasque et d'abord au club de l'AS Monaco, à avoir la confiance de mes patrons, que ce soit M. Fautrier, M. Leclerc ou bien entendu, ce qui était d'abord notre président, le prince héréditaire Albert, et puis après le prince souverain, d'avoir sa confiance. Et ça, c'est un cadeau inestimable. Merci pour toutes ces confidences, juste avant ce dernier grand meeting Hercules pour vous, mais ça va continuer parce que c'est un meeting d'exception qu'on suivra demain bien sûr sur Monaco Info. Merci d'avoir été avec nous et merci pour tout ce que vous avez fait pour l'athlétisme ici en Principauté. Jean-Pierre Chebel, merci à vous. Avec un immense plaisir et bonsoir à vous. Et comme promis, on va retrouver l'une des stars annoncées en Principauté pour cette 38e édition, le formidable recordman du monde du saut à la perche qui a réussi à planer le mois dernier au-dessus des 6,28 m, son altitude de référence désormais. Armand Duplantis, double champion olympique, double champion du monde, qui nous attend dans les tribunes du Stade Louis II avec nos équipes sur place. Bonsoir Mondo, comme les observateurs vous surnomment, et merci de répondre favorablement à notre invitation. Bonsoir. Il y a quelques jours, vous étiez encore aux États-Unis pour le meeting de Eugene. Vous voilà à Monaco. Comment d'abord vous sentez-vous physiquement et mentalement avec tout ce décalage horaire? Yeah, I feel good. I have a nice, hopefully have a nice rest tonight, and then I'll be good. I'm like one good sleep away from being feeling really good. But no, I'm excited. I'm ready to jump high, and you know, I think tomorrow will be fun. Si j'ai bien compté, ce sera votre 4e participation au meeting Hercules. Pourquoi avez-vous choisi de venir sauter ici à Monaco cette année? I mean, I think everything. It has like all of the things to be an amazing competition. It has the history. It's a beautiful stadium, beautiful city, great weather, good wind. I mean, everything that a pole vaulter wants, basically, any athlete, I guess, here. So, no, it's a super special place, and I just hope that I can jump really high tomorrow and give the crowd a good show. Vous dites sauter haut. Quel sera donc votre objectif demain? Pensez-vous au record du meeting ou au fameux record du monde? Meeting record, I think, is 6:02, so of course, would love to get that. Yeah, that for sure is number one priority, and then after that, hopefully we can jump a little higher and try to take some attempts at the world record. Vous avez battu le record du monde à 12 reprises. Comment faites-vous pour être tout le temps à votre meilleur niveau? À chaque compétition, tout le monde s'attend à ce que vous gagnez. Comment vous gérez ça? Yeah, I mean, I think I just, I don't really think so much about it, but I just think that I try to do my best every time I'm on the track. And, you know, I know that my level that I should be at, it should be higher than everybody else's level. And I should be the one that's winning these competitions. So I think for me, it's more just trying to maximize what I can do and trying to jump as high as I can each meet. And then, you know, if I do that right, then things should fall into place. So really, I don't overthink it though. Enfin, grâce à Omega, partenaire du meeting, vous avez pu rencontrer vos fans ici. Vous aimez ce genre d'interaction et de rencontre avec le public?
Yeah, it's super fun. I mean, the fans are what would make a really competition go around, and you know, really, especially seeing them in person and having that type of energy and interactions, it's the best thing, and it gives you so much life and inspiration and motivation to be the best version of yourself. And so it's always very, very important. You know, it's always about the next generation. So. Merci à vous, Mondo. Thank you, man. Thank you, man. Et au-delà de ce concours à la perche qui pourrait durer, comme chaque année, un certain temps pour rêver plus haut, encore et toujours, on regarde avec vous, Gaëtan Lebrun, les moments d'importance à ne manquer sous aucun prétexte demain pour cette 38e édition. De nombreuses stars du monde de l'athlétisme ont fait le déplacement cette année encore pour la 38e édition du meeting Hercules. Letsile Tebogo, médaillé d'or du 200 mètres à Paris et étoile montante du sprint, sera bien sûr au rendez-vous et aura fort à faire face à Noah Lyles, qui prendra lui aussi le départ du 200 mètres demain soir. I mean, competing against the big names, it really gets me ready for a championship because you already know how they feel during the Diamond Leagues, the rounds and all that. So when you get into the big championships, that's when now you know each and everybody's weaknesses, because for me it's to see where I really need to improve. Côté français, Agathe Guillemot, coureuse de demi-fond, spécialiste du 1500 mètres, dont elle détient le record de France, sera de la partie demain, mais courra cette fois sur 1000 mètres. Je trouve ça vraiment bien d'avoir une distance voilà, complètement différente. Je suis quand même quelqu'un qui a des qualités enfin, j'aurais pu faire du 800 aussi, et voilà, ça va y ressembler, et ça va être aussi une course justement où on a moins de repères, et je suis quelqu'un qui réfléchit peut-être un peu trop pendant les courses, et là voilà, avec un peu moins de repères, je vais pouvoir vraiment suivre les filles et me fier voilà, à mes sensations, et voilà, faire ça dans un très gros meeting, c'est bien. Et chez les hommes, le Français Gabriel Tual, champion d'Europe à Rome en 2024, sera au départ du 800 mètres demain et partagera la piste avec les 8 meilleurs performeurs de l'année sur cette distance. Je pense que dans toute ma carrière d'athlète, j'ai jamais vu ça. Alors je suis encore plus content d'y prendre part. Mais c'est vrai que je me dis, bon, il faut être à la hauteur parce que le moindre détail et la moindre erreur, elle va se payer cash. Et puis il faut se faire sa place. Et je pense que c'est aussi très bien qu'il y ait cette rivalité et cette compétition-là. On le disait la dernière fois, je pense que ça nous amène plus haut, ça nous tire plus haut. Et vraiment, grâce à cette émulation, on arrive à repousser nos limites. Et ça va être très intéressant et hâte finalement d'être sur la piste et de voir ce que ça va donner. L'occasion pour tous ces athlètes de se frotter au meilleur de leur discipline ici à Monaco et préparer du mieux possible les championnats du monde qui se dérouleront en septembre à Tokyo. Le meeting Hercules est à suivre demain en direct, bien évidemment, sur Monaco Info, dès 20h, avec aux commentaires Frédéric Elion et notre consultante, l'ex-recordwoman du marathon, Paola Radcliffe. Dans le domaine de la culture, c'est une plongée au cœur de l'histoire que le Grimaldi Forum s'apprête à offrir au public dès demain. L'exposition Monaco et les Napoléons, Destin croisé, exposition impulsée par Louis Ducruet, qui donne à voir près de 200 œuvres, dont certaines dévoilées pour la toute première fois ici à Monaco. La visite est signée ce soir Sarah Nkari et Thomas Deus. 200 trésors d'art et d'histoire réunis en un même lieu. Monaco et les Napoléons, Destin croisé est une exposition exceptionnelle sur les liens entre la dynastie Grimaldi et les deux empereurs français. Pour la visite presse, un descendant de Napoléon a fait le déplacement. J'ai appris beaucoup de choses. Je savais que le prince Honoré V avait été aide de camp de Murat, qu'ils avaient été ensemble à Elo, en Espagne, mais j'ignorais que le prince Charles III avait failli épouser la princesse Anna Murat, et j'ignorais complètement que le prince Albert Ier avait épousé la petite fille de Stéphanie de Beauharnais. Donc les liens ne sont pas juste des liens diplomatiques et affectueux entre la famille Bonaparte et la famille Grimaldi, ce sont aussi des liens de sang. Parmi les objets rares, ces échanges entre le prince Honoré et Alexandre Dumas, le chapeau emblématique de Bonaparte ou encore ces horloges que l'empereur avait distribuées à ses soldats. Vous me verrez perdre des batailles, mais jamais l'heure, disait-il. Elles appartiennent, comme un tiers des objets exposés, à ce collectionneur. Tous les objets, c'est important pour moi, pour ma cœur, parce que j'achète, comme d'habitude, c'est ma passion. J'aime beaucoup, j'achète.
Ça c'est important. Et aussi pour remplir collection, par exemple, pour remplir collection des tabatières, c'est très important pour réfléchir toutes les périodes, 18e, 19e siècle, début du 20e siècle. C'était comme un cadeau, c'était comme quelque chose, un signe de bonnes relations. Le parcours retrace l'histoire de la principauté sur un peu plus d'un siècle et évoque les moments de gloire comme les périodes les plus difficiles pour le pays. L'annexion par la France en 1793 par exemple, mais la visite commence un peu plus tard, en 1815, sur une plage de Golfe-Juan, lorsque de retour d'exil, Napoléon Ier pose le pied sur le sol français. Si l'épisode est célèbre, ce que l'on sait moins, c'est qu'un prince monégasque, Honoré V, était l'un des premiers témoins de ce retour. Et pour découvrir la suite du récit, rendez-vous demain et jusqu'au 31 août au Grimaldi Forum. De son côté, le One Monte Carlo vous attend jusqu'à ce vendredi soir pour un événement artistique d'exception, le One Masters. L'établissement, pendant quelques heures en effet, se transforme en galerie vivante où peinture, bijoux et tapisseries d'art se mêlent aux visiteurs. Rencontre avec ceux qui font battre le cœur de cette première édition ce soir. Un reportage signé Christina Petit-Homel et Lionel Bernardi. Le One Masters Monaco, c'est une invitation à l'émerveillement. Jusqu'au 11 juillet, artistes, galeries et maisons d'exception exposent leurs plus belles pièces au One Monte Carlo pour une édition inédite où cohabitent le patrimoine et la création contemporaine dans une sorte de dialogue entre le passé et le présent. Une sélection très pointue, mais très éclectique. Que ce soit nos tapisseries modernes, que ce soit Salvador Dali, les œuvres de jeunesse de Christo. On a énormément de trésors à présenter à nos invités. Parmi les œuvres majeures exposées, une pièce d'exception attire tous les regards. Une pièce assez exceptionnelle de Nicolas de Staël, qui est quand même un peintre assez en vogue actuellement, qui est de 1949, qui s'appelle Composition et qui est atypique par son aspect pictural ou qui laisse partager beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de matière et c'est ce qui fait son côté assez atypique. Dans cet univers artistique où le savoir-faire est de rigueur, la maison Rouvenat s'impose quant à elle avec ses bijoux éthiques et chargés d'histoire. Alors Rouvenat était un très grand joaillier du Second Empire et l'associé de Christophe en 1851. Après avoir gagné toutes les médailles d'or aux expositions universelles pendant plusieurs dizaines d'années, son nom est tombé en désuétude car il est décédé faute d'héritier. Moi j'ai décidé il y a 3 ans maintenant de relancer cette maison et de remettre en lumière ce trésor du patrimoine français autour du principe fort de circularité. L'idée chez Rouvenat, c'est de faire du nouveau avec de l'ancien, c'est de remettre en lumière un style, celui du Second Empire, qui est très oublié alors qu'il est extrêmement contemporain. C'est d'utiliser des matières anciennes, de l'or recyclé, mais aussi et surtout des pierres anciennes qui dorment dans les coffres. Chez Rouvenat, vous n'allez trouver que des pierres historiques et donc uniques. Et pour clore ce parcours, 2 œuvres textiles majeures où la fibre devient matière artistique. J'ai 2 artistes là, sur le stand, Victor Vassarelli, donc on connaît mondialement connu, avec une très belle fondation Aix-en-Provence, donc c'est un peu un clin d'œil pour la région, et une tapisserie d'Armand que je présente pour la première fois. C'est une tapisserie qui a été faite il y a 20 ans, et qui est vraiment exceptionnelle par l'atelier 3. L'atelier 3, c'est un atelier unique au monde, à Paris. C'est plus de l'art textile que de la tapisserie, vous pouvez le voir. Donc là, en fait, c'était une guitare explosée, incluse dans une tapisserie, avec vraiment une richesse au niveau du travail et des couleurs et tout. Donc, ce qui en fait une œuvre absolument originale. Le One Masters Monaco, un événement artistique hors du commun à découvrir encore quelques jours au One Monte Carlo. L'école est finie et vous êtes peut-être en panne d'idées pour occuper vos enfants. Pas de stress, on trouve toujours des occupations à Monaco. Dans le reportage qui va suivre, direction l'Institut océanographique. Comme à chaque vacances scolaires, l'établissement ouvre son club, le club Océano. Alban Gingembre a testé une matinée auprès des premiers inscrits et elle nous explique tout sur ces images signées Hugo Comassa. Pendant les vacances, le club Océano ouvre ses portes à l'Institut océanographique. Chaque semaine, une nouvelle session avec des activités différentes tous les jours. Les enfants deviennent vraiment incollables sur le monde marin. On vous emmène découvrir tout ça.
Alors derrière nous, les enfants mettent les mains à l'eau pour découvrir et toucher les différentes espèces qui se cachent sous l'océan. Le concombre de mer, il mange le sable. En fait, on l'appelle l'aspirateur des mers. Il va aspirer le sable, le nettoyer dans son ventre, et puis après, son caca à lui, c'est du sable qui est tout propre. L'objectif du Club Océano, c'est de vraiment former des ambassadeurs de l'océan. Donc ils sont là pour un peu être les messagers du musée, après apprendre plein de choses et aussi les apprendre à leur entourage, en parler à leurs parents, à leurs amis, de pourquoi c'est important de protéger l'océan et quels sont les petits gestes à faire pour aider l'océan à aller mieux. En fait, on va travailler par thème. Donc, par exemple, la semaine dernière, c'était thème Méditerranée. Cette semaine, c'est thème tropical. Donc, le polype de corail vient avec les tropiques. On va aussi aborder des sujets comme les tortues, les requins. Hier, on a fait les oiseaux marins. Donc, on essaye de varier. Par exemple, la semaine prochaine, ce sera le voyage autour des océans. Donc, là, on va plutôt parler des abysses et aussi des animaux d'épaule. Donc, on essaye un petit peu d'aborder tous les sujets qui ont rapport avec l'océan. C'est très large. Donc, on essaye un petit peu d'encadrer tout ça. C'est la même famille que les étoiles de mer. Ça a de très longs bras. Et pareil, ça a 5 bras. Non, alors ça, c'est une étoile de mer. Mais c'est la même famille. Ici, on arrive dans la partie chasse au trésor. On doit trouver un poisson qui ressemble à ça sur l'image. On va aller demander un coup de main aux enfants. C'est parti. C'est rigolo parce qu'on va dans tous les aquariums, on cherche un peu. Parfois, on ne trouve pas, mais on trouve à la fin. C'est comme des enquêtes et on doit lire des indices pour retrouver les poissons. On doit regarder dans les aquariums pour voir et observer tous les poissons, si ça ressemble ou pas. Ouais, c'est lui, c'est ce poisson-là. Ouais, c'est ce poisson-là. En fait, moi, j'aime tous les animaux de toute la planète et parce qu'ils sont tous mignons. Moi, j'ai trouvé ça cool aussi de nourrir les tortues et de leur préparer à manger. Et justement, ici, on se trouve dans la cuisine de l'Institut océanographique. Les enfants participent et aident à préparer les repas pour les différents poissons. Donc ce qu'on va faire, on va préparer le poisson, on va ou en mettre plusieurs ou couper des tranches et après, moi je vais les peser, je vais vous les passer et vous allez les mettre dans les gamelles respectives qui correspondent aux différents bassins. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Bon, et ben ça tombe bien parce que je n'en attendais pas moins. Alors c'est pas pour l'embêter que je fais ça, c'est pour la stimuler un peu, pour pas qu'elle reste toujours à ouvrir la bouche au même endroit sans rien faire. Pour rappel, le Club Océano s'adresse aux 6-8 ans, 9-12 ans avec au maximum 10 enfants par session. N'oubliez pas de réserver vos places pour être sûr de pouvoir participer. Et avant de découvrir votre météo pour les heures à venir en compagnie d'Alban Gingembre, comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour consacrés à l'exposition au sein du Grimaldi Forum, consacrée aux relations entre Monaco et la famille Napoléon, des destins croisés à retrouver jusqu'à la fin de l'été en principauté. Les photos sont signées Philippe Fitt. Demain, 19h, vous retrouverez Sarah Inkari pour un tout nouveau journal. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, une météo toujours estivale, même si on constate une baisse des températures ces derniers jours. Demain, nous aurons un ciel ensoleillé, parsemé de quelques nuages. Le thermomètre affichera 18 degrés le matin et 26 degrés l'après-midi. L'indice UV reste élevé, surtout en deuxième partie de journée. Le vendredi 11 juillet, nous fêtons les Benoît, qui signifie béni de Dieu, un prénom associé à la bienveillance.
C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.